Monsieur Jean Kaïnou Pembele, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Abaco. Depuis sa création, l'Abaco, votre parti politique, a toujours prôné la mise en place d'un système fédéral en République démocratique du Congo, ce qui vous a même poussé vers le début de l'année de créer un cartel de partis politiques et associations culturelles fédéralistes du Congo. Quelle est la pertinence de votre démarche? Bon, mais un acteur politique sérieux, ou toute formation politique sérieuse qui travaille réellement pour l'intérêt de la population, doit savoir faire les bilans sur la marche de la République où l'institution se retrouve. Je crois que je vais préciser d'abord une chose. C'est depuis le 28 avril 2022 que nous avons lancé à la place IMICA, dont vous connaissez bien l'histoire, les cartels des partis politiques et associations fédéralistes de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous l'avons fait? C'était une date symbolique parce que les fondateurs de notre parti Abaco, que nous considérons être les pères au niveau de la formation politique, et Abaco, les pères fondateurs, c'est Fenze Zalang. Et vous savez que le premier président de notre pays est issu de ces partis-là, le fait Joseph Kassabou. J'ai toujours dit toutes les fois que vous m'avez toujours posé la question, Lens, que si nous sommes respectueux de nos pères de l'indépendance, qui avaient leur point de vue à l'époque, c'est que nous devons savoir évaluer tout ce que nous faisons. Il vous souviendra, lors d'une interview à un moment donné, j'avais rappelé que à l'indépendance, notre pays avait 3 vues. Nos pères avaient 3 vues du Congo. Il y a l'unitarisme qui avait son chef de file. C'est le premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Paix à son nom. Vous avez de l'autre côté le confédéralisme qui avait aussi son chef de file, le fait premier ministre Moïse Tshombe. Et puis, il y a la symbiose, pratiquement une solution médiane, prônée par les dirigeants de l'Abaco et à l'avant-plan, le fait président Joseph Kassabou pour le fédéralisme. Mais vous allez vous souvenir que depuis que le pays s'y est payé, le système qui a gouverné, c'est le système unitariste. Mais lorsqu'on arrive à un déboire, vous suivez comment la misère est tentée de battre son plein. Tout le monde critique que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il faut d'abord évaluer à mi-parcours? Mais c'est le système. Mais il ne faut pas oublier que nous avons fait déjà plus de 60 ans. Mais beaucoup de gens meurent à 55 ans, 45 ans. 60 ans, c'est quand même assez considérable comme durée pour qu'on garde un système qui a montré ses preuves. Les 28, si vous étiez avec nous à l'IMICA, je crois que vous avez suivi l'honorable Matoussi, notre président général, faire l'état des lieux de ce qu'on a appelé la faute décentralisation. Et même les systèmes qui fonctionnent actuellement, il avait pris un exemple patent, dire qu'un gouverneur, par exemple, de province, il est élu par l'Assemblée provinciale. Il répond devant l'Assemblée provinciale. Mais de l'autre côté, il se retrouve lié au pouvoir central. La conséquence, c'est quoi? Le fonctionnement n'est pas harmonieux. Parce que le gouverneur, quand il commet des bévues, lorsqu'il est gêné au niveau de l'Assemblée provinciale, on les retrouve être protégés par le gouvernement central. Donc, et vice-versa. Ce n'est pas normal quand vous devez fonctionner dans un système ambigu comme celui. Nous avons pensé que si nous sommes honnêtes et nous sommes respectueux de ceux qui ont voulu de la souveraineté nationale de ce pays-ci et qui ont montré l'exemple de gestion, parce que le bilan de Kassabou, je n'ai pas encore appris jusqu'à ce jour en quoi il était mauvais. Alors, comme l'unitarisme a montré ses limites, nous pensons que c'est le fédéralisme qui doit prendre place. Voilà pourquoi le 28, nous avons carrément décidé de lancer les cartels des partis fédéralistes. Il y en a qui ont déjà adhéré, dernièrement tu étais avec nous, il y a un parti qui est venu adhérer. Demain, je vais encore tenir une réunion avec les autres membres des autres partis politiques qui veulent venir signer la charte. Parce que pour nous, 2023, c'est l'année où
le fédéralisme doit prendre place au niveau de la République démocratique du Congo, c'est le moment où nous devons tourner la page de l'unitarisme qui n'a pas pu développer notre pays. J'ai répété la fois passée quand vous m'avez interrogé, ce n'est pas normal pour nous qui sommes dirigeants, devant les critiques de la population, devant l'option que la population prend. En 1964, avec la constitution de Luabo, je le répète encore avec insistance, les peuples avaient voté pour un système fédéral. Les dirigeants sont allés à contre-courant, pendant qu'on dit que le peuple est souverain. Nous arrivons à la conférence nationale souveraine, l'année 1990-92. Mais la constitution qui a été adoptée par la population, c'est la constitution fédéraliste. Là encore, les dirigeants sont allés à contre-courant. Et pas plus tard qu'en 2005 ici, je le répète encore, les gens avaient basculé en faveur du régionalisme constitutionnel, qui n'est pas trop loin du fédéralisme, parce qu'avec cette histoire de retenir à la source de 40% pour développer les entités de base et les provinces. Mais on n'est pas loin, c'est vraiment la voie par laquelle il faut passer pour arriver au fédéralisme. Mais nous savons que très souvent aussi, ce sont les exploitants de ce monde qui aiment des systèmes centralisés pour que quand ils ont développé leur emprise sur celui qui dirige les chefs, comme ça ils assujettissent l'ensemble de la population. C'est comme ça qu'ils aiment ce genre de système. Mais nous nous sommes déjà engagés à aller rassurer la population pour dire, évidemment, tout le temps qu'on vous a consulté, vous avez opté pour le fédéralisme. Nous portons la responsabilité de rendre cela pratique. Le cartel est tenté de grandir. Demain, peut-être, je vais encore vous appeler parce qu'il y a des adhésions qui vont se faire. Nous allons en 2023 avec ces systèmes-là. Pas seulement le changement des dirigeants, mais aussi, d'abord, fondamentalement, le changement des systèmes. Mon frère, observe, il y a beaucoup de choses que vous pouvez observer qui ne marchent pas avec le système unitariste. La qualité des politiciens. Les gens qui commencent par des fonctions très élevées. Mais dans un système fédéral, ce n'est pas possible. L'apprentissage va commencer dans les entités de base, dans des petites structures. Ça va permettre des gens, à celui qui va aspirer à de très grandes fonctions, de gérer les contradictions internes au niveau de sa conscience. Et ça apporte la maturation. Et vous verrez que le style de fonctionnement sera aussi tout à fait différent. Lorsqu'on est nommé ministre, premier ministre, on est nommé bourgmestre, on va se comporter d'une autre manière. Donc, c'est très important qu'on ne s'entête pas trop, qu'on écoute la voix de la population qui est d'accord avec ce système. La fois passée, quand vous m'avez interrogé sur votre chaîne RTVS1, j'ai été clair lorsque je disais, mais nous allons continuer jusqu'à quand à nous opposer à la volonté populaire pendant que nous clamons haut et fort et chaque jour que le peuple est souverain. Alors si réellement le peuple est souverain, mais décidons-nous. Je vous ai même dit que le temps s'y apprête. Parce que nous avons au pouvoir un parti politique né du centre de cette division. C'est l'UDPS. Je vous ai dit que beaucoup de nos compatriotes de la BACO, dont par exemple, qui ont été vraiment à la base de cette division-là, sont allés mourir dans l'UDPS. Je vous ai cité il n'y a pas longtemps le fait Kingotolo, qui était le puissant secrétaire général de l'indépendance de ce pays au niveau de la BACO, avec ses pairs. Alors, s'ils ont mis des fondements à caractère fédéraliste, normalement, l'UDPS, dans le jugement de son bilan, on doit aussi intégrer cet aspect-là. Il faut qu'il nous aide que le fédéralisme s'installe dans ces pays. Je sais que le président Tshisekedi nous entend. Vraiment, ça sera une dette morale si demain, il quittait le pouvoir sans qu'il ait instauré dans ces pays ici le système fédéral. Il n'y a que ça qui va nous sortir de la situation. Les pays est tellement immense, si on garde distant la population de ceux qui décident, nous n'allons pas nous développer aujourd'hui. Vous avez à Kinshasa, par exemple, des communes comme Mongafou. Je ne sais pas si tu as déjà fait le tour de Mongafou, là, ou le tour d'Ensele, ou le tour de Maluku, ou même le tour de Kimbansek. Mais c'est trop vaste comme commune. Mais dans un système centralisé, les gens n'y prêtent pas attention. Mais chez les fédéralistes, le découpage va être automatique pour que les entités qui doivent s'occuper du développement à la base soient les plus restreintes possibles pour que le peuple ne soit pas trop loin
les chefs, pour qu'ils soient plus proches, c'est aussi un problème de l'immensité de l'espace pour lequel on est chef. Mais si je parle un peu de ce système-là, le fédéralisme qui est en soi un produit d'un processus qui peut se présenter sous deux formes. Soit le fédéralisme par association ou même le fédéralisme par dissociation. Mais votre démarche s'inscrit dans quelle forme du fédéralisme? Mais quelle dissociation? C'est-à-dire quoi? Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Vous savez que il ne faut pas compliquer les termes du fédéralisme. Le fédéralisme, c'est la forte décentralisation du pouvoir, c'est-à-dire toutes les matières en grande partie sont gérées au niveau de la base. Il n'y a que des matières de souveraineté qui restent au niveau du pouvoir central. La coopération extérieure, la monnaie, l'armée, ce sont ces choses qui vont rester. Mais les aspects judiciaires, par exemple, vous savez, j'ai traité avec un agent de renseignement qui me dira un jour, ils ont côtoyé 1 millier de notre pays où ce sont les femmes qui épousent les hommes. Et elles peuvent en épouser plusieurs. Bon, mais si vous êtes dans un système centralisé, sur le plan judiciaire par exemple, comment vous allez conformer cette façon de faire aux autres coins de la République où il n'y a pas ce genre de pratique? Vous voyez que la justice va se montrer déjà préjudiciable à un certain niveau. Ailleurs, c'est vraiment de la justice, mais ailleurs, ça ne sera pas de la justice parce que les systèmes judiciaires ne fonctionnent pas de la même manière partout. Les États, les mentalités ne sont pas les mêmes. Et puis, comme je vous ai dit, l'acquisition des éléments, par exemple pour ceux qui font les commerces, tout document, il faut venir chercher ça à Kinshasa. Mais imaginez quelqu'un qui est à Tchela, qui a 600 km de Kinshasa. Pour qu'il ait un document, il faut qu'il vienne à Kinshasa. Tous les risques que cela comporte. Mais ça, c'est seulement dans un système centralisé. Est-ce que notre pays ici, avoir son immensité, a vraiment de l'intérêt à rester dans l'unitarisme? 60 ans durant, si ça n'a pas marché, parce que ceux qui dirigent sont trop loin. Quelqu'un peut faire 2 mandats ici, mais il n'aura pas côtoyé l'ensemble de la République. Mais dans un système fédéral, quand vous allez restreindre les espaces à diriger, le pouvoir sera le plus près possible du peuple. Mais ce qui représente l'autorité principale au niveau de la base seront au moins connus de la population et il sera difficile que quelqu'un se conduise de mauvaise manière parce que chaque jour il est avec cette population, étant donné que l'étendue qu'il dirige n'est pas assez large. Et puis les gens ne vont pas trop s'intéresser à venir voir qu'est-ce que le numéro 1 de la République fait parce qu'il sera seulement au niveau des orientations. Le vrai travail, c'est au niveau de la base. C'est ça. Mais CG, que pensez-vous à ceux qui disent que l'émergence de la République démocratique du Congo est tributaire à la qualité de ses dirigeants du système qui est en place? Non, mais est-ce que le système unitariste peut produire de bons dirigeants? Mais les preuves sont là, non? Beaucoup de gens, quand ils arrivent au pouvoir, actuellement, je crois que ce n'est pas moi qui le dis. Vous constatez qu'il y a trop de vols d'argent. Parce que tout celui qui arrive au pouvoir dit d'abord quoi? Il veut que très rapidement, il puisse résoudre ces problèmes liés à sa vécu quotidien. C'est fini. Mais pourquoi? Parce que vous pouvez constater que cette personne n'a jamais occupé de fonctions intermédiaires. Tout d'un coup, il est ministre. Tout d'un coup, il est PDG. Tout d'un coup, il est directeur. Mais ce n'est pas normal, ça. Dans un système fédéral, ce n'est pas possible. Il n'y a que le système fédéral qui peut vraiment pourvoir à cette qualité des dirigeants. Parce que là-bas, l'occupation des responsabilités, c'est depuis la base. Mais regardez comment les États-Unis fonctionnent. Pour que quelqu'un arrive à de plus grandes fonctions, il doit avoir un cursus. Il est passé par-ci, par-là. Mais pendant qu'il s'expérimente comme ça, il fait face à des échecs, à des corrections. Ça lui donne une grande maturation qui va faire qu'à un niveau élevé, il n'aura pas à tâtonner, il n'aura pas nécessairement à se fier à ce que l'entourage dit, parce que lui-même aura déjà une grande capacité de discernement, une grande capacité d'appréciation de par son expérience de parcours. En tout cas, nous sommes convaincus que la qualité des dirigeants va totalement changer. La qualité, même dans l'attitude, vous savez que l'environnement change. Si vous avez évolué, par exemple, dans un cadre restreint où chaque fois vous devez faire attention à l'opinion populaire, mais si vous devenez chef au sommet là, mais l'habitude étant déjà là, vous n'allez pas changer du coup et brusquement. Mais et puis, c'est justement un autre problème. Oui.
dans un système fédéral, le gouvernement n'aura pas besoin d'avoir trop de gens. 65 ministres, 45 ministres, pourquoi faire? Parce qu'au niveau central, vous ne jouerez qu'un rôle de coordination et c'est pour des matières de souveraineté. Si la BACO est au pouvoir demain, le gouvernement ne peut pas dépasser 20 ministres, ça c'est clair. Dans un autre contexte, on peut vous dire quel genre de ministère nous allons avoir. C'est fini. Parce que la plupart des matières seront traitées dans les instances de base. Et puis, au niveau de la base, les priorités ne sont pas les mêmes. Voilà encore un autre avantage du fédéralisme. Les priorités ne sont pas les mêmes. Chaque entité a ses priorités et le développement sera beaucoup plus rapide. Parce que les options politiques à prendre vont chaque fois tenir compte des priorités des milieux. Voilà, M. Lens. Mais si le système fédéral est bon, quels sont les mécanismes à mettre en place pour ne pas fragiliser, par exemple, l'unité du pays? Oh, mais l'unité, voilà, dernièrement, on m'a encore demandé pour dire, écoutez, si vous êtes dans le fédéralisme, ça sera la sécession. Est-ce que vous savez seulement que ça, c'est la faiblesse d'esprit? La sécession, c'est l'esprit sécessionniste est souvent lié à un problème de justice distributive. Quand est-ce que de telles idées naissent? C'est lorsque les peuples se rendent compte qu'il y a des ressources dans l'espace naturel que Dieu leur a donné, mais ces ressources sont exploitées sans que lui puisse en bénéficier sur le plan de la transformation de sa vie. Mais c'est en ce moment-là que les gens parfois lèvent des options de dire écoutez, mais dans ces conditions-là, autant que nous nous gouvernons nous-mêmes, que de continuer à dépendre du grand ensemble où on ne trouve pas son compte. Est-ce que ça a des rapports avec un système? Mais quel est le système qui peut garantir plus la justice distributive? Mais c'est le système fédéraliste parce que là, par le fait qu'il y a les rapprochements des décideurs face à ceux qui doivent bénéficier de ces décisions-là. Mais les gens vont directement dépendre de leurs richesses locales pour se développer. Parce que les recettes, les richesses qu'ils doivent avoir, qui doivent permettre à ce que les projets de développement qu'ils vont avoir, tout ce qu'ils auront à entreprendre comme action pour que leur vie change. Mais ça ne sera pas qu'on attend au-dessus là-bas de l'argent qu'on va envoyer ou des biens qu'on va envoyer. Non, c'est localement. Ailleurs, on aura besoin que de la solidarité. Par exemple, quelque chose, admettons que nous sommes à l'Upen, un sol sablonneux où nous ne pouvons pas avoir des briques argilées. Qu'est-ce qu'on fait? On peut maintenant recourir aux gens de Kitambo, mais ça c'est juste en complément parce que l'essentiel est déjà fait sur place. Donc ce n'est pas ça qui peut occasionner la sécession. La sécession c'est une affaire de justice distributive et de frustration. Aujourd'hui dans notre système ici, unitariste qu'il est, si les frustrations continuent, mais c'est possible que demain vous puissiez apprendre que dans telle province les gens se disent écoutez, nous là, nous n'avons plus besoin de rester dans les grands ensembles. Ce n'est pas un problème de système, c'est un problème de comment on répartit les richesses de la République. Mais c'est dans la configuration sociologique de la République démocratique du Congo, les gens sont plus liés à leur tribu. Vous assistez aux élections, les électeurs votent les candidats, non seulement parce que les candidats ont un projet, une offre politique qui répondent à leurs aspirations, parfois parce que les candidats est de leur province d'origine. Comment faire pour que dans le système fédéral, que les gens ne tombent pas dans ces tentatives, par exemple? Non, naturellement, il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Naturellement, les élections ont toujours eu un caractère sociologique. Est-ce que vous ne suivez pas? Comme dans ces pays, on aime toujours se référer à l'extérieur. Aux États-Unis, vous ne suivez pas que tel parti a beaucoup de députés dans tel coin, et puis à tel coin, il a essayé d'améliorer la côte. Donc, on dit que c'est son bastion. Mais les bastions par rapport à quoi? Vous pensez que c'est toujours nécessairement par rapport à l'idéologie? Mais détrompez-vous. Mais est-ce que c'est ça qui peut justifier ce qu'on demeure dans les systèmes unitaristes? Non. Le vote est d'abord un vote sociologique. Ça, vous devez le savoir. Mais au-delà de ça, c'est aussi un vote idéologique. Il n'y a pas assez qui adhèrent à l'idéologie par rapport à ceux qui voient d'abord la personne, son appartenance, ainsi de suite. Bon, mais qu'on se le dise, Lens, si déjà les gens de ton village ne peuvent pas se reconnaître en vous, et quelle politique vous êtes en train de faire? Moi, je suis secrétaire général. Si vous descendez chez moi dans mon secteur, les gens ne se reconnaissent pas en moi. Donc, je n'ai pas d'avenir politique. Parce que c'est naturel comme ça. Donc, dans ta famille, les gens ne sont pas d'accord avec toi. Les gens ne trouvent pas
intéressant ce que vous faites, alors ça sert à quoi? Je vais vous livrer un secret. Dans tous les partis politiques de notre pays, quelle est la recommandation d'implantation qui est faite? C'est lui qui est chargé de l'implanter. Tout cadre doit d'abord implanter le parti dans son foyer d'abord et dans sa petite famille. S'il n'a pas convaincu son frère, sa soeur, ses enfants, mais comment il va les convaincre les gens qui sont à 2 km? Donc tu vois déjà que là, il y a déjà un aspect sociologique. Donc ça c'est faire semblant. Quand on n'a pas d'argument, on se cache derrière ce genre de choses. Je vous ai déjà dit, les velléités sécessionnistes sont liées aux frustrations et surtout au manque de justice distributive. Quel que soit le système que vous devez faire. J'insiste ici. Est-ce que quand nous avons eu l'indépendance, la nation congolaise a été fondée? On n'a jamais débattu de grandes questions qui doivent consolider l'unité dans notre pays. Mais nous voyons que le peuple a toujours été d'accord de rester ensemble. Suivez un peu avec l'histoire de la guerre à l'Est. Est-ce que la préoccupation est restée seulement de nos amis qui sont à l'Est? Non. À Kinshasa, il y a des manifestations, il y a des marches. Vous voyez comment les gens sont tentés de marcher à cause de ce qui se passe à l'Est. Est-ce que tous ces gens-là que vous voyez dans la rue sont originaires de l'Est? Donc ça veut dire que déjà, l'unité est là. Mais ce n'est pas à cause du système. Ce n'est pas à cause du système. C'est toujours le même peuple-là qui a été consulté, qui pense au fédéralisme, pour que les décisions ne traînent pas à être prises et que les effets de ce qu'on exploite comme richesse soient beaucoup plus rapides. Quand on est plus proche, on est beaucoup plus regardant, on voit plus facilement les préoccupations. Donc moi, tel que je suis là, par exemple, vous allez me demander de maîtriser plus les problèmes qui se trouvent à Ituri que celui qui habite à Ituri. Donc vous voyez que là, il faut donner beaucoup plus de pouvoir aux gens qui traitent directement avec la population là-bas que d'avoir plus de pouvoir ici et moins de pouvoir à cet endroit-là. Là, on dessert les pays et puis ce n'est pas bien, on est contre la population. Mais monsieur le secrétaire général, vous voulez nous dire que le chemin du bonheur collectif des Congolais doit toujours passer par la voie du fédéralisme? Non, mais mon cher, j'ai dit ceci. Un homme normal, il fait l'évaluation de son parcours. Même quand nous gérons des maisons. Si j'avais une méthode de faire et qu'après je trouve que ça ne marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'arrêter et évaluer. Dans ces pays, on a déjà évalué. En 64, on l'a fait, le peuple a dit, le système qui est en place là ne convient pas. Moi, je préfère un système fédéral. C'est-à-dire, lorsque les richesses sortent de chez moi, ces richesses doivent d'abord servir mon milieu. La part qui doit partir, c'est du monde de la solidarité. Parce que nous ne devons pas nous développer seuls. Vous arrivez en 90-92, c'est la même chose. En 2005, c'est la même chose. Bon, si le peuple est souverain, alors pourquoi, en tant que leader politique, en tant que gestionnaire, en tant que responsable, nous devons continuer à nous opposer à celui qui est le responsable de ces pouvoirs que nous exerçons? Nous l'exercerons en son nom. Alors, comment se fait-il que lui, il pense une chose et nous pensons autre chose? Le pays ne peut pas marcher de cette façon-là. Si le peuple a toujours été, même aujourd'hui, si on organise un référendum, on dit écoutez, allez demander à la population entre le fédéralisme et l'unitarisme, qu'est-ce que je peux, quel est le système que vous voulez? On leur explique clairement. Nous allons en campagne, les unitaristes en campagne. Mais je vous dis clairement que c'est la grande majorité, la majorité écrasante, que les peuples vont se prononcer en faveur du fédéralisme. Voilà. Parce qu'on est très en retard sur le plan du développement. Les routes, pour mieux les prendre en charge, ce sont les gens qui sont dans les milieux. Toutes les routes attendent que non. Vous voyez, par exemple, moi je suis dans un quartier. Dans mon quartier, là, les gens attendent les bourgmestres. Le bourgmestre est trop loin dans mon gafou. Et lui-même, le bourgmestre, quand on le voit, il dit qu'il attend les gouverneurs de la ville. Mais si les quartiers là avaient un réel pouvoir, ça veut dire que nos routes là seraient arrangées par les chefs de quartier et qui auraient son équipe. Parce que dans un système fédéral, c'est que toutes ces structures-là devraient avoir des petits gouvernements qui réfléchissent sur le développement de leur milieu. Un groupe restreint de gens qui réfléchissent sur leur avenir et par rapport aux ressources qu'ils ont. Ce n'est pas par rapport à l'ensemble des ressources de la République, mais par rapport d'abord aux ressources qu'ils ont sur place. C'est ça l'avantage. Observez bien les États-Unis. Les gouverneurs qui prennent des décisions là-bas, est-ce qu'ils viennent se référer nécessairement à la Maison-Blanche? Là, c'est des grandes orientations. Je vous dis, on ne doit pas continuer à s'inquiéter. Nous ne sommes plus d'accord
à ce que la République démocratique du Congo soit gérée dans un système unitariste. Nous devons respecter la volonté populaire, exprimer une fois c'est par hasard. Mais quand c'est 2 fois, 3 fois, on doit se poser la question. Pourquoi on doit continuer à être contre ce que le peuple veut? Si réellement nous savons que c'est lui le souverain primaire. Parlons maintenant de la démarche du cartel des partis politiques, associations culturelles fédéralistes du Congo. Depuis que vous avez lancé cette plateforme, je dirais même cette méga plateforme, combien avez-vous déjà enregistré comme membres, partis ou associations culturelles? Non, au départ, nous l'avons lancé à 2. Il y a l'Alliance des bâtisseurs du Congo, la BACO, et l'Alliance des partis Kassavoubistes, la PK. À la date d'aujourd'hui, il y a déjà 2 partis qui sont venus rejoindre. Et puis il y a 5 autres partis politiques qui sont en route. Nous aurons réunion demain parce qu'ils veulent d'abord comprendre un certain nombre de choses sur le fonctionnement, sur ce qui peuvent les revenir comme tâches dans cette démarche. Et après ça, ils vont